Édouard, je voulais qu'on fasse un point rapide mais complet sur la situation au Proche-Orient, Oui. parce que ça a l'air de chauffer et je voulais savoir pourquoi et ce que tu pouvais nous en dire. Je pense que il y a d'abord une pression énorme qui pèse sur Netanyahou. Mais est-ce que tu peux nous dire d'abord factuellement ce qui se passe? Oui, factuellement. Donc, il y a eu la reprise de la guerre à Gaza depuis avant-hier, depuis la nuit, en fait, depuis 2 nuits. Les Israéliens ont repris des bombardements intensifs, en partie avec des bombes incendiaires, et on estime qu'il y a plus de 600 morts et Des civils. des civils et 1500 blessés. Et il y a depuis aujourd'hui, le Hamas et d'autres mouvements combattants palestiniens ont commencé à riposter. Il y a eu un tir de roquette sur Tel Aviv, enfin plusieurs tirs, des salves. Alors ça, c'est un premier aspect des choses. Deuxième aspect, dès samedi dernier, les États-Unis avaient repris la guerre contre le Yémen et on a depuis plusieurs nuits des bombardements qui sont extrêmement brutaux, théoriquement pour viser des sites de fabrication d'armes, des sites où il y aurait des responsables du mouvement d'Ansar Allah. On a du mal à en savoir plus parce que on a juste des photos et des bâtiments détruits. On a d'autre part des tensions entre le gouvernement, les milices du gouvernement syrien et le Hezbollah des deux côtés de la frontière du Liban et de la Syrie. Mais en fait, c'est surtout pour l'instant l'armée libanaise, donc qui est l'armée officielle sous les ordres du gouvernement, qui a été en première ligne. Et puis alors, il y a la question des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Pour deux raisons. D'abord parce que Trump a dit à l'Iran que si jamais les Houthis d'Ansar Allah frappaient la flotte américaine ou Israël, l'Iran serait tenu pour responsable. Mais d'autre part, Trump avait envoyé un courrier disant qu'il fallait qu'en 2 mois, il y ait un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Et sur le fait que ce nucléaire civil iranien ne serve pas à fabriquer une bombe atomique. Voilà où on en est, donc une situation extrêmement tendue. Concrètement, on parlera de Trump après, mais la stratégie d'Israël là-dedans, c'est quoi? Alors, il y a, je crois, d'abord une stratégie personnelle de Netanyahou, parce que il a comme idée, et beaucoup d'experts le pensent, que sans la guerre, il sera affaibli et qu'il ne pourra pas rester Premier ministre. Or, comme on sait, il a plusieurs procès qui l'attendent en Israël, sans oublier qu'il a aussi un mandat d'arrêt contre lui de la Cour pénale internationale. Donc, il y a une stratégie personnelle de Netanyahou, mais qui conduit à ce que l'armée israélienne s'apprête à reprendre la stratégie qu'elle a déployée pendant 15 mois en disant simplement qu'elle va frapper plus fort et que cette fois-ci, elle va atteindre l'objectif. Et il y a à nouveau l'armée israélienne sur le terrain, au sol, qui hier a progressé dans le couloir qui coupe en deux la bande de Gaza du nord au sud, qui a d'ailleurs fait partir les observateurs qataris et égyptiens qui étaient garants du cessez-le-feu. Alors, on dit, je lis sur Internet des rumeurs, je me tourne vers toi pour savoir si tu les confirmes ou pas. Je lis que des tracts auraient été distribués par l'armée israélienne, par voie aérienne, à Gaza, disant si vous ne partez pas, c'est à vos risques et périls, parce que si vous disparaissez, personne ne s'en plaindra. Quelque chose comme ça. Oui, oui. Alors, c'est pas nouveau, hein. Il y a déjà eu des tracts de ce type pendant le cessez-le-feu, il y a 3 semaines, se réclamant du plan de Trump et disant vous feriez mieux de l'accepter. Mais par ailleurs, l'idée de tracts, les tracts lancés, ça a été régulier depuis le début des bombardements sur Gaza. Et par ailleurs, il y a aussi
message envoyé à la population, lui demandant d'évacuer telle ou telle région parce que l'armée israélienne dit qu'elle va les bombarder pour se débarrasser des chefs du Hamas à tel ou tel endroit. Donc, en soi, c'est pas nouveau. Il y a même une répétition qui fait qu'on se dit que l'armée israélienne est pas en si bonne posture que ce qu'elle prétend être. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que la période de cessez-le-feu a montré, c'est que le Hamas, pour nous fixer sur lui, mais en fait, il y a plusieurs mouvements combattants, n'avait pas été éradiqué, comme pour utiliser le mot du gouvernement israélien. Et il y a même visiblement des bataillons entiers qui sont prêts à se battre. Et il semble que le système des tunnels était à peine atteint par l'armée israélienne lors des 15 mois avant le cessez-le-feu. Donc, alors, n'oublions pas la société israélienne qui est en partie mécontente parce que elle considère que faire redémarrer la guerre, c'est abandonner les otages encore vivants. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a, si on croit un des communiqués du Hamas, il y aurait un otage qui était vivant et qui aurait été tué lors des bombardements de la nuit il y a 2 jours par l'armée israélienne. Alors, certains experts, d'ailleurs Eric Denessé nous l'a fait sentir hier dans ce qu'il disait, dans notre émission Stratégone. Voilà, dans l'émission Stratégone. On peut retrouver chaque mercredi sur le courrier. Et que effectivement la société israélienne pourrait se diviser encore plus, et elle se divise encore plus depuis la reprise de la guerre. Est-ce que en réalité cette reprise de la guerre décidée par Netanyahou, on le disait ce matin, peut-être hier avec l'émission Stratégone, peut-être dans une volonté d'une fuite en avant pour éviter la crise intérieure, est-ce qu'elle se fait avec le consentement américain ou pas? Alors, oui, il y a un consentement américain, mais il y a des consentements plus ou moins contraints. Et je crois qu'en fait, on a un bras de fer qui dure depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche entre lui-même et Benjamin Netanyahou, puisque lui-même souhaiterait obtenir par la négociation un certain nombre de choses, ce qui est pas, d'ailleurs, avec des objectifs qui sont pas forcément plus louables que ceux de Netanyahou. Par exemple, son plan pour Gaza, qui prévoyait un nettoyage ethnique, comme si il traite les Palestiniens comme les Indiens d'Amérique. Mais il y a une impatience de Trump devant l'intransigeance de Netanyahou. Et par exemple, la semaine dernière, il y a 10 jours, il a négocié en direct, les Américains ont négocié en direct avec le Hamas, ce qui a rendu furieux Netanyahou, et on dit que ça a précipité le redémarrage de la guerre. Oui, puisque Netanyahou a vu que la situation lui échappait et que les Américains allaient tracter, si j'ose dire, traiter dans leur dos. Oui, et je pense que là, on va dire, au début, Trump a marqué un point en imposant le cessez-le-feu. Là, c'est Netanyahou qui reprend l'avantage en imposant le redémarrage de la guerre. Donc, c'est horrible, hein, puisqu'il s'agit de vies humaines et de centaines de vies humaines, de milliers de vies humaines à la clé. Mais on peut penser que Trump va essayer de reprendre la main. Bon. Ton pronostic, c'est bascule de la situation, guerre ouverte, guerre totale, comme l'a annoncé l'entourage de Netanyahou hier soir? Alors, qu'est-ce qu'on appelle la guerre totale? Sur Gaza, mais il y a un moment, malgré tout, où je pense que ça va compliquer singulièrement la situation pour Trump, en particulier dans ses négociations avec la Russie. Je remarque que plusieurs analystes disent Trump et Poutine se sont parlé 2h30. Ils n'ont pas parlé pendant 2h30 de Zelensky ni de l'Ukraine, donc ils ont parlé d'autre chose. Alors, ils ont parlé de leurs relations commerciales, mais ils ont aussi, visiblement, selon plusieurs experts, ils ont parlé de l'Iran et en particulier il semble que Poutine ait fait passer des messages sur le fait que la Russie avait signé un accord stratégique avec l'Iran au mois de janvier
et que donc il n'était pas question de faire n'importe quoi vis-à-vis de l'Iran, qui est maintenant un allié étroit de la Russie. Donc moi, je ne pense pas à une guerre, à un embrasement régional, d'autant plus que les Iraniens la direction iranienne a toujours été divisée sur la question du passage à la bombe nucléaire, puisque pour l'islam, il y a une partie des musulmans, en l'occurrence ce sont des chiites, qui pensent que la bombe nucléaire n'est pas acceptable moralement, puisqu'elle c'est un outil d'anéantissement total. Et donc, à partir du moment où l'Iran s'est perfectionné en termes de missiles, et en particulier possède des missiles hypersoniques, il y a tout un clan du pouvoir iranien qui pense que ça suffit et que ça suffira pour résister à une éventuelle attaque d'Israël. Donc moi, je suis plutôt prudent pour dire il y aura un embrasement généralisé. Oui, Netanyahou a intérêt à faire penser ça, d'autant plus que la guerre avec l'Iran, c'est l'objectif de toute la carrière politique de Netanyahou depuis 25 ans. Donc s'il ne l'a pas, il aura raté sa carrière politique. Pour autant, est-ce que Trump veut basculer là-dedans? J'en suis pas sûr. Bon, on suit cette affaire, au besoin par des flashs quotidiens comme on fait aujourd'hui, et puis on essaye de se faire un si De Gaulle était là, demain, vendredi, alors qui paraîtra peut-être samedi selon les disponibilités de chacun, où on parlera de Gaulle et le protectionnisme, sujet très vaste mais qui a un portefeuille. Merci beaucoup Édouard. À bientôt Eric.